Donc, les Autochtones faisaient la chasse. Et donc, à un moment donné, un Autochtone a raté la cible. Et la flèche s'est logée dans un arbre. Hein. Il faisait la flèche avec l'arc, la chasse avec l'arc et la flèche. La flèche s'est logée dans l'arbre, il a pris la flèche par réflexe et a continué la chasse. Quand il est revenu, par le même sentier, il a remarqué que où était la flèche, il y avait un trou qui avait été laissé, bien évidemment, et que par ce trou-là s'écoulait un liquide un peu clair, et juste à côté de ce trou, il y avait un petit écureuil comme celui qu'on voit là. Vous avez failli être un petit écureuil, madame, attention. Mais c'est tout beau. Donc, le petit écureuil est en train de s'abreuver de ce liquide-là. L'Autochtone, qui était très curieux, est allé et a goûté lui aussi à ce liquide qui était très sucré. Donc, il a décidé d'en récolter, de le rapporter à son campement et de l'ont utilisé pour faire le repas du soir. Une soupe ou un ragoût, donc dans un pot de terre cuite. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont découvert que le repas était beaucoup plus savoureux qu'à l'habitude. Donc, ils ont décidé de recueillir à tous les jours ce fameux liquide-là et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le temps des sucres, parce que c'était au printemps et c'était pendant les mois de mars et avril. On a recueilli ce liquide-là jusqu'à ce que le goût soit trop âcre, ne soit pas adéquat pour faire la nourriture ou tout simplement pour boire ce liquide-là. Donc le temps des sucres était né, tout simplement. Tout simplement. Vers le début des années 1700, les premiers colons sont arrivés de France, donc ils sont venus ici et ont remarqué que les Premières Nations récoltaient l'eau de l'érable pour la faire bouillir et en faire le sirop, et ont décidé de faire la même chose. Sauf que, au lieu de faire comme les Premières Nations, prendre le tomahawk, donc la hache, et de faire une entaille dans l'arbre, on a tout simplement décidé de faire un trou. Parce qu'on avait remarqué que les entailles blessaient énormément les arbres, certains arbres tombaient malades et mouraient. Donc on a décidé de faire des trous à des endroits stratégiques, pas plus de 5 trous, et l'arbre pouvait, à ce moment-là, et fournir l'eau d'érable et avoir assez d'eau pour se guérir. Parce qu'il faut savoir que les trous se guérissent par eux-mêmes pendant l'été. L'arbre grandit, l'écorce également, donc les trous se referment. Donc, on prenait les raquettes, on s'en allait dans la forêt, on faisait le sentier et on recueillait toute l'eau d'érable qui était tombée dans des bûches creusées comme celle-ci. Donc, on avait fait un trou au lieu de l'entaille, comme je vous expliquais, et on avait pris une branche comme celle-ci, on avait fait un trou à l'extrémité. On avait creusé un petit sillon à l'intérieur et on plantait tout simplement la branche dans le trou et l'eau s'écoulait comme ça et tombait dans la bûche. Quand les bûches étaient pleines, on les mettait dans des seaux, les hommes forts se promenaient avec les raquettes et ramenaient cette eau-là jusqu'au campement. On avait appelé ceci la goutterelle. Donc, c'était un très beau mot quand même. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on a modernisé en premier un peu les installations pour recueillir l'eau d'érable. Le système était amélioré, mais très peu. C'était quand même pas très efficace, tout simplement parce que la bûche étant déposée au pied de l'arbre, les animaux y avaient accès. Donc, pouvaient boire cette eau-là, tout simplement. C'était gratuit et sucré, donc bravo. Ou sinon, faisaient leurs besoins dedans pour délimiter leur territoire. Donc, à ce moment-là, l'eau était impropre à la consommation, bien évidemment. C'est pour ça qu'un peu plus tard, vers 1850 en fait, eh bien, on a décidé de faire les trous un peu plus haut. Et on a commencé à utiliser les seaux de bois, un seau comme celui-ci. Au lieu de la goutterelle, eh bien, on a inventé ce qu'on appelle maintenant le chalumeau. Le chalumeau qui est une petite pièce de bois avec un trou qui passe bord en bord. Et on a installé un petit crochet sur celui-ci. Je vous montre comment c'était fait. De façon traditionnelle, on faisait toujours le trou dans l'arbre, hein, comme ça. On prenait le petit chalumeau, on le plaçait à l'intérieur du trou comme ceci. Et avec le petit crochet, eh bien, on pouvait tenir le seau comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Peut-être dans des magazines, dans des documentaires. C'est la façon traditionnelle. Donc, c'est la façon traditionnelle. Dans les Landes. Oui. Oui. Excusez. J'ai failli blesser quelqu'un. Il était trop lourd. Donc, c'était la façon traditionnelle un peu qu'on avait. Et c'est encore, c'était la bonne parce que c'est celle qu'on utilise encore aujourd'hui. Évidemment, les seaux se sont modernisés. Les seaux sont devenus en plastique, en métal. Le chalumeau également est devenu en plastique et en métal. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble maintenant. Les seaux en métal ressemblent à ça. Et les chalumeaux se sont transformés aussi un peu. Mais toujours avec le même principe. Et on a toujours gardé le trou parce que c'est ce qui endommage le moins l'arbre. Mais on a découvert qu'on ne faisait pas plus de 5 trous par arbre. Et comme ça, c'était adéquat pour lui, pour cet arbre-là. Donc, l'érable à sucre, un érable comme celui-là, on peut commencer à l'entailler. On a quand même gardé le mot. Un trou s'appelle une entaille.
Et un arbre comme celui-là, entre 45 et 50 ans. On peut commencer à récolter l'eau à partir de cet âge-là. Un érable à sucre peut vivre jusqu'à 250, 300 ans. Ça devient des arbres qui sont quand même assez costauds. Ce n'est pas les plus gros arbres, mais c'est quand même un arbre c'est un bois qui est très dur et donc c'est un arbre qui est quand même assez costaud et en forme. Les installations ont commencé aussi à se moderniser. Plutôt que de faire bouillir cette eau-là dans les chaudrons de fonte sur le feu de camp, eh bien, on a inventé la cabane à sucre. C'était l'ancêtre de la cabane à sucre. C'est une cabane à sucre traditionnelle comme celle-là. Et on a inventé ce qu'on appelle la bouilleuse. La bouilleuse qui est l'endroit où on va faire bouillir cette eau-là. C'était tout simplement un réceptacle de métal qui était posé sur des murets de pierre avec le feu en dessous. Donc, on pouvait toujours se relayer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant le temps des sucres, pour ne pas que l'eau ne colle pas, pour pas que le sirop brûle. Donc, à ce moment-là, il y avait toujours quelqu'un pour brasser, surveiller le feu, avoir une chaleur constante. Donc, c'est vraiment... ça se fait encore aujourd'hui, même dans certaines cabanes à sucre familiales. Donc, ça devient un prétexte pour une rencontre familiale, dans le fond. Donc, les gens se réunissent pour une fin de semaine et on fait du sirop d'érable. Donc, tout le monde se relaie. Il y a toujours quelqu'un pour surveiller la bouilleuse. Et les enfants, ils se plaisent beaucoup parce qu'il y a ce qu'on appelle le réduit, qui est la vapeur d'eau d'érable qui va se condenser, dans le fond, qui va tomber ailleurs, et les enfants en raffolent et boivent le réduit. C'est une eau qui est sucrée, plus concentrée. Dans le fond, c'est comme un sirop d'érable, mais plus liquide. Donc, mais il faut faire attention parce que les produits de l'érable ont des propriétés laxatives. Et ça, je vous le dis, c'est vrai. C'est pas un mythe, c'est vrai. Mais par contre, il faut savoir que les produits de l'érable ont aussi des bonnes propriétés comme le phosphate, le magnésium, le potassium et les antioxydants. Donc, c'est vraiment un produit qui est très, très bon. Ça reste du sucre, mais c'est quand même un bon sucre et c'est naturel. Nous, on sait ce qu'il y a dedans, c'est que du sirop. C'est pas compliqué. Même les produits dérivés qu'on va faire, il y a comme 4 étapes de transformation de l'eau d'érable. La première va être le sirop, bien évidemment. J'ai un ratio de, comme par exemple, pour faire 1 litre de sirop d'érable comme celui-ci, j'ai besoin de 40 litres d'eau d'érable. C'est un ratio de 40 pour 1. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'eau d'érable. Je vous le dis. En termes de production, on me pose souvent la question, un trou, donc une entaille, peut produire jusqu'à 1,5 litre, 2 litres de sirop d'érable partant des sucres. Donc, ça prend beaucoup de trous. Effectivement. Ici, à l'érablière du Lac-Beauport, on n'est pas une érablière commerciale énorme, mais quand même, on s'auto-suffit. Et je vous dirais qu'on a entre 10 et 12 000 érables, qui ne sont pas tous entaillés, mais en termes d'entaille, on en a entre 7 000 et 8 000 entailles. Donc, c'est quand même une production intéressante. Malheureusement, au mois de janvier, on a eu un problème avec notre bouilleuse, parce que les bouilleuses sont rendues modernes. Comme par exemple, ici, au début des années 1900, avec l'avenue du métal, bon, ben, la bouilleuse est devenue entièrement en métal. On a commencé à relier des citernes à ces bouilleuses-là. Donc, l'eau était transférée automatiquement par un système de poids. Donc, on avait tout simplement à approvisionner les citernes et l'eau s'en allait automatiquement dans la bouilleuse. C'était plus facile à ce moment-là d'avoir toujours une constance dans le travail de transformation. Nous, comme je vous le disais, malheureusement, on a eu un problème avec notre bouilleuse. Si vous remarquez, de ce côté-ci, au plafond, il y a 3 trous. C'était là qu'était notre bouilleuse avant. Elle était très grosse, bien évidemment, mais on a eu un problème. Pour les visiteurs, pour ceux qui viennent nous voir, on a eu une plus petite juste ici, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler une bouilleuse moderne maintenant. Donc, l'eau va être transférée des citernes qui sont à l'arrière de ces murs-là et va être transférée dans le plus gros compartiment. L'eau va être bouillie par en dessous et automatiquement, cette eau-là va se diriger vers le plus petit compartiment qui va être bouilli aussi, avec un densimètre qui est annexé à ce compartiment-là. Et quand le sirop est prêt, eh bien, on a juste à ouvrir la valve et on a du très, très bon sirop. Wow! Pour la collecte de l'eau d'érable de façon commerciale, c'est pratiquement la même chose que traditionnellement parlant, mais avec des petites différences. Comme par exemple, on utilise encore le chalumeau qui est relié à un système de tuyaux qui s'appelle la tubulure. OK? Donc, pendant le temps des sucres, on va mettre les chalumeaux dans les trous, comme de la façon traditionnelle. Au temps des sucres, l'eau va s'en aller dans ces petits tubes-là, qui sont reliés à un tube comme celui-ci. Et des kilomètres de tubes comme ceux-là vont parcourir la montagne et nous amener toute l'eau d'érable de la montagne par un système de pompe jusqu'à nos citernes ici à l'arrière. Donc, oui, ça se modernise. Il y a même des ordinateurs maintenant qui vont calculer la pression, les ci, les ça. Donc,
l'évolution est au service de l'acériculteur aussi. L'acériculteur. L'acériculteur, en fait, est la personne qui produit le sirop d'érable. Acer, érable en latin. Donc, acériculteur. Pseudoplatanus. Si je prends l'eau d'érable et que je la fais bouillir, j'obtiens le sirop d'érable. C'est ma première étape de transformation. La deuxième va être la tire sur la neige. En fait, la tire d'érable, ça va être votre second dessert ce soir. Vous allez avoir 2 desserts. Le premier sera les crêpes avec le repas, très bientôt. Et le deuxième va être la tire d'érable qu'on va vous servir sur la neige. C'est un peu comme le caramel. On va vous donner un bâton et vous allez faire une sucette d'érable qui va être refroidie sur la neige. Vous allez voir, c'est très, très bon. Ah oui, je vous jure, ça va être très, très bon. Donc, la troisième va être le beurre d'érable. Le beurre d'érable, c'est ceci. On l'appelle beurre d'érable, mais il n'y a pas de beurre dans ce produit-là. Que du sirop d'érable, des calories. C'est bien, ça en prend. Tout va bien. On l'appelle tout simplement beurre parce qu'on peut le tartiner sur des tartines, les crêpes, on peut même le prendre à la cuillère, le mettre dans le café, peu importe. C'est très très bon. Et après, l'explication, si vous voulez goûter, je vais vous faire goûter le beurre d'érable. J'aurais juste emmené me voir ici. Finalement, si on retire presque toute l'eau du produit, donc je prends l'eau d'érable, si j'évapore presque toute cette eau-là, je me retrouve avec le sucre d'érable. Dans celui-ci, il me reste un peu d'eau. C'est pour ça qu'on a fait un bloc très dur qu'on peut râper sur les crêpes, les dessus des gâteaux, les cappuccinos, un peu partout. Et finalement, si je retire complètement l'eau du produit, j'obtiens le sucre d'érable pur. C'est le produit le plus pur qu'on peut avoir de l'érable. Donc, c'est vraiment... on a parti avec l'eau d'érable. On a tout évaporé, cette eau-là, et on n'a que le sucre d'érable. Aucun ajout. Donc, c'est vraiment le produit le plus pur qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, hein? Je donne beaucoup de détails. Mais je vous remercie beaucoup de votre écoute.